Donc, Léonidas Kalogiropoulos est là. Salut Léonidas, Jérôme Mathis, salut Jérôme. Cédric Guérin, entrepreneur, investisseur, salut Cédric. Non, mais je regardais, t'as pas la Légion d'honneur ? Pas encore. T'as pas, comme le disait une de mes anciennes confrères, décoré de l'ordre des arts, des chiffres et des lettres. T'as pas les arts et lettres. T'as pas un truc comme ça, Léonidas ? Il faut. J'ai la médaille... du mérite ? L'ordre national du mérite ? Non, de mon service militaire. Comment ça, t'as une médaille ? J'ai pas de médaille, moi. Qu'est-ce que t'as fait pour avoir une médaille ? Je suis lieutenant de réserve et très fier d'être lieutenant de réserve de mon pays et de la France. Et ça ne t'étonne pas qu'il y ait un lien entre non, parce que j'ai dans notre pays et dans le témoignage qu'en donnent les entrepreneurs. Donc, ode salutaire, hein. La France est appelée à devenir, écris-tu dans les Échos, c'était hier. Hier. La France est appelée à devenir la locomotive de la croissance européenne dans les prochaines années. Et tu mets en avant, et on va détailler ça, les créations d'entreprises, la tournure du marché de l'emploi et les investissements internationaux. Mais on va détailler ça ensuite, mais qu'est-ce qui te... C'est le déclinisme à nouveau. C'est insoutenable. Il y a quelques journaux que je ne vais pas citer. Wow, ils nous ont mis un petit liseré bleu-blanc-rouge sur le truc de la France. Je ne le ferai que si ils étaient autour de la table, mais il n'y a pas un jour qui passe sans que des représentants de l'élite nationale n'expliquent doctement que le pays est foutu, avec à peu près la totalité du vocabulaire militaire décrivant la débâcle. Donc c'est la débâcle, le pays coule, la défaite, la déliquescence des élites, du peuple, le délitement de l'État. Tout y passe. L'effondrement, tout le registre du vocabulaire de la défaite. Vas-y, bois un coup, parce que ça va aller. C'est absolument insoutenable. Bois un coup, Léonidas. On est cool, tu sais, on a le temps. Voilà. C'est vrai. Et d'ailleurs, juste pour meubler, c'est à peu près, donc ça tombe très très bien d'ailleurs, c'est à peu près la tonalité de l'émission qui était là il y a 2 jours. Pas hier, mais il y a 2 jours. Donc, j'ai nourri 2-3 arguments pour la discussion. Au-delà de ceux qui écrivent, pour dire que la France est terminée globalement, parce que la France d'hier n'est plus la France d'aujourd'hui, on peut en parler à l'infini. Et il ne s'agit pas de nier à peu près tous les défauts et toutes les faiblesses de notre pays qui pourraient alimenter cette thèse. Tous ces défauts-là, je les connais. Je ne les nie pas. En revanche, comment fait-on pour sortir d'un débat ? À un moment donné, il y a les actes. Les actes, c'est quoi ? Ce sont des investisseurs. Quand on vient investir, quand on choisit, quand il y a 1200 investisseurs qui ont choisi la France prioritairement par rapport aux autres pays européens. En disant, c'est là. Tu veux dire étrangers. Étrangers. Qui disent c'est là qu'il faut aller mettre l'épargne, les projets, c'est là qu'ils vont se développer. On ne parie pas uniquement sur le projet, on parie sur l'environnement dans lequel on va s'investir. On parie sur la France. Et non seulement on le fait en investissant, ce qui est quand même beaucoup plus engageant que d'écrire un papier à la noix dans un journal qui en devient le support quotidien, mais c'est aussi, quelque part, se dire, il se passe quelque chose dans ce pays qui est une équation qui est prometteuse pour globalement faire ce qu'on peut faire dans un pays. C'est quoi ? Garder des équilibres, avoir une espèce d'environnement social dans lequel les choses tiennent debout, avoir des réformes, réussir à faire en sorte que des talents émergent, qu'ils soient formés. Nos élites se font arracher par la planète entière, les mathématiciens, les ingénieurs, les gens qui sont... non, nos élites, là, elles ne veulent pas que LVMH travaille avec Polytechnique, si tu veux. Non, là... C'est juste pour commencer à modérer un tout petit peu ton enthousiasme. Tu vois, là, le dernier... Je suis totalement... le dernier signe tangible de l'existence de nos élites, c'est ça. Totalement. Et finalement, c'est quoi le sujet ? Et qui est un sujet fondamental, qui est un sujet qui nous dépasse très largement, c'est que lorsque ça tangue, quel est l'endroit où l'acquis est suffisamment solide pour que même si le tangage est violent, les choses reviennent à l'équilibre. Je pense que ce qui s'est passé avec Polytechnique en France et LVMH, qui est bien entendu un scandale... Non, c'était pas pour ouvrir un débat là-dessus, on a trop de choses à dire. Mais ça arrive ailleurs, ce n'est pas que chez nous, ça arrive aux États-Unis...
ça arrive. Je ne suis pas en train de dire qu'encore une fois, on coche les cases de la perfection. Mais où est ce pays de cocagne où ça ne tangue pas, où il n'y a pas... comment dirais-je ? En fait, ton truc, le fameux adage, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Non, c'est pas seulement que je me console, c'est que je pense que nous sommes dans un moment où la raison pour laquelle tant de déclinistes décrivent des pages entières de l'effondrement de tout, c'est qu'il y a une révolution qui est en cours, qu'ils ne la comprennent pas, et que cette révolution, je la ressens comme étant extrêmement prometteuse. Et ça, c'est la révolution entrepreneuriale. C'est la révolution entrepreneuriale, c'est la capacité pour tellement plus de citoyens, et encore une fois, ce million de citoyens qui arrivent tous les ans et qui créent. On a commencé nos discussions ensemble il y a quelques années, ils étaient à peine 500 000 et on trouvait ça extraordinaire. Ça a doublé. C'est un phénomène de société, ça concerne les femmes, des gens qui ont des origines diverses. Parce que je veux donner la parole aux autres et il faut qu'on... sorte de formation. Il faut qu'on détaille ça. Alors, l'idée, elle est assez synthétique, c'est que qu'est-ce qui fait la richesse d'une nation ? C'est la dynamique entrepreneuriale de ses citoyens, et à cet égard, il faut aller nulle part ailleurs qu'en France. Cédric, comment est-ce que tu regardes ? Parce que moi, ce qui m'intéresse chez Leonidas depuis le début, c'est une forme, je vais le dire comme ça, mais il n'y a pas de mot vraiment, mais c'est une forme de patriotisme entrepreneurial. Voilà, on va dire ça comme ça, de dynamique patriotique. Tiens, c'est pas mal ça, de dynamique patriotique. C'est-à-dire, il exclut jamais personne, jamais Leonidas, mais bon Dieu, il tient à ce pays et il tient à ce qu'on le défende. Moi, je trouve que la dynamique entrepreneuriale, elle commence, la première chose, la croissance, la dynamique entrepreneuriale, par l'optimisme. Si tu pars déjà défaitiste, tu pars avec un boulet au pied. Et heureusement qu'il y a des gens pour contrebalancer ces défaitistes, qui sont des gens comme Leonidas, ou même quand Xavier Niel, super entrepreneur, te dit on est dans un paradis fiscal, pour essayer de contrer cette négativité, on est dans un enfer fiscal. Heureusement qu'on a des gens pleins d'optimisme, et c'est comme ça qu'on démarre en fait la croissance et le nombre d'entrepreneurs. Donc moi je souscris totalement, en étant un optimiste en plus hyper convaincu, à ce changement d'état d'esprit. Je trouve que ça date d'il y a 5-10 ans. Je ne sais pas si on le lira forcément à Macron, mais cette espèce de French Tech, on met en avant nos talents, on pousse les entrepreneurs, on voit cette mentalité dans les écoles de commerce. Il y a 15 ans, je vais te dire, regarde attends, parce que j'ai quelques chiffres à vous donner quand même pour raconter tout ça. Et donc, sur la création d'entreprises, sur la dynamique de création d'entreprises, en fait, il y a un mouvement très très fort depuis 2018. Voilà. C'est-à-dire, il y a une vraie accélération. Donc, tu étais sur un rythme à peu près, le début de la décennie 2010, plus 0,6% par an. 2018, plus 3,7%. 2019, plus 6,4%. 2020, plus 4%. Donc oui, voilà. Là, tu as une dynamique. On s'est appuyé sur le succès, je trouve, des GAFA pour faire émerger une vraie ambition française. En disant, même si on est dans un pays de 60 millions, 67 millions de personnes, on peut rivaliser avec eux, entreprenez, prenez des risques, et puis en fait, tout s'est développé. Les entrepreneurs à succès réinvestissent l'argent qui touche. Et donc, tu as une dynamique très positive qui se fait depuis 5-10 ans sous l'essor, alors qu'on voit beaucoup de la French Tech et de la tech, mais qui est, je trouve, un signal très positif envoyé aux autres pays. On parlait d'investissement étranger tout à l'heure, de dire, en fait, on a plein de talents. Regardez, on commence à mieux les marketer et on a des super entreprises. Là, il y a Pascal qui a levé 100 millions d'euros. Oui, mais alors attends, on va en dire un mot. Je vais demander, parce que justement, il est là, moi, mon problème. Et tu vas être très le bon interlocuteur pour en parler. Jérôme. Oui, alors je souscris à tout ce qui a été dit. C'est vrai qu'il y a un changement de mentalité. Moi, je le vois avec mes étudiants. C'est une génération qui a été biberonnée. Donc Dauphine, je n'ai pas précisé. Oui, bon. Mais c'est Dauphine, mais c'est non, aussi ailleurs. C'est pas oui, bon, parce que non. T'es au contact avec cette élite on est face devant laquelle on se gratte un peu la tête, nous. Donc c'est ça qui est intéressant d'écouter ton témoignage là-dessus. Oui, bon, alors on est face à une génération qui a été biberonnée au biopic, aux biographies des entrepreneurs à succès, Bill Gates, Steve Jobs, etc. Et eux... non seulement, alors déjà, c'est ce qu'on lit aussi dans la presse, c'est que les jeunes ne rêvent plus de CDI. Alors certes, un CDI, potentiellement, ça va leur permettre d'avoir accès à un logement, etc. Mais ils ne rêvent plus de ça. Ils veulent être entrepreneurs, ils veulent entreprendre, ils veulent changer bien sûr le monde dans lequel
on vit, ça c'est quelque chose qui est, je dirais, indémodable. Tous les jeunes générations, c'était déjà vrai dans les années 70, voulaient changer le monde. Mais ils veulent le faire par l'entrepreneuriat. Et c'est peut-être ce qui est nouveau par rapport à des engagements politiques. On voulait peut-être plus le faire par des bulletins de vote. Et l'action collective. Vous voulez collectivement en France plutôt être dans la fonction publique. Alors, exactement. Alors ça, c'est quelque chose qu'on observe dans les grands corps. Les gens qui sont sortis de la botte de l'ENA il y a 5-7 ans, il y a une proportion beaucoup plus grande qu'on retrouve aujourd'hui dans le privé. C'est-à-dire que le statut de fonctionnaire ne fait plus du tout rêver comme il pouvait faire rêver autrefois. Et puis, on a aussi un président qui revêt pour certains l'image d'un start-upper. Il incarne un petit peu ce mouvement vers l'entrepreneuriat, notamment individuel. Voilà, donc il y a tout ça. Son parcours politique le reflète vachement. Même s'il a toujours été plus belle des startups françaises, c'est Macron. exactement. Partir sans rien et réussir à arriver au top, c'est, je trouve, en termes de modèle d'ambition, on aime ou on n'aime pas, mais ça donne cette image-là. Et je rebondis sur ce que tu disais dans les écoles de commerce. Moi, j'ai gradué en 2005, donc il y a un peu plus de 15 ans. Tu te dis, avant, tu voulais être avocat, banquier d'affaires, consultant. Mais maintenant, 50% des gens veulent être entrepreneurs. Et je trouve que c'est exactement ce que tu dis. En 15 ans, tu as eu Attends, Léonidas, parce que je vais aller justement. Donc, quelques chiffres. Donc, c'est ce million d'entreprises aussi qui évidemment nourrit ton optimisme. Donc, dont 62% dans la catégorie micro-entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que la catégorie transport et entreposage, donc en gros, les livreurs, parce que c'est le grand truc, oui, d'accord, c'est des livreurs à vélo. Ben non, c'est une nette recul de 35%. Au profit des activités de conseil et au profit des services à la personne. 18% de nouvelles entreprises industrielles aussi, donc de création d'entreprises industrielles. Donc il y a quelque chose. Je vous ai donné donc le sujet du rythme qui s'accélère incontestablement. Encore une petite chose, 26% des auto-entrepreneurs restent salariés. Mais c'est qui est très intéressant d'ailleurs. Ça veut dire que par rapport à ce que j'entends aussi, qui m'est insoutenable que les Français seraient des feignants, quand 26% des auto-entrepreneurs restent salariés, c'est-à-dire qu'ils travaillent en plus que leur salaire. C'est-à-dire que tu prépares. Donc ils ont un problème. C'est très intelligent. On a un problème qu'il faut creuser un peu avec le salariat, dans le rapport au salariat, mais pas le rapport au travail. Ce sont des choses distinctes. Alors, quand même, c'est là où moi j'ai mon sujet avec notre cher pays. D'ailleurs, c'est Philippe Bloch qui, je me souviens, on en avait parlé. Il faut arrêter de dire ce pays. Notre pays. Voilà. Absolument. Dire ce pays, c'est déjà finalement se parler de quelque chose qui ne nous concerne pas. C'est notre pays dont nous parlons. Le problème que j'ai dans notre pays. Donc, 4 200 000 entreprises en France, d'accord ? Mais tu as 4 millions de boîtes qui font 15% de la valeur ajoutée du pays. C'est tout. Et 19% de l'emploi. Voilà. Et tu as 273 grandes entreprises qui font 32% de la valeur ajoutée du pays et 30% de l'emploi. Voilà. Et moi, mon sujet, et c'est là où je veux t'entendre, Cédric, parce que je suis très content pour Pascal. J'ai passé 15 ans à en célébrer des histoires comme ça. À part Xavier Niel, à part Free. À un moment, je disais Atos, mais bon, voilà. Je n'ai pas... Mais il y a des boîtes plus anciennes. Regarde JC2Co. JC2Co, c'est une start-up. Peut-être, mais je les compte, allez, on va dire, sur les doigts d'une main. Enfin, je cherche, oui, Doctolib, machin, etc. Où on commence à avoir une table. Mais on n'y arrive pas. Moi, il est là, mon sujet. Mais à grossir, à rentrer dans ces grandes entreprises. Alors, je n'ai pas cité les 6000 ETI, tu vois. Les 6000 ETI, 29% de la valeur ajoutée, 25% de l'emploi. C'est ça qui porte le dynamisme économique du pays. C'est pas les entrepreneurs, quelle que soit l'admiration qu'on ait pour eux. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à grossir ? Je pense qu'il y a probablement le financement de ces entreprises-là a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a quelque chose qui se pratiquait beaucoup aux États-Unis, c'est de pouvoir avoir un peu de liquidité en tant que fondateur. Parce que finalement, si tu gardes tes billes, tu es payé correctement, mais tu fais pas des millions, et tu fais grossir une boîte, à un moment, quand on te met un chèque sous le nez important, tu vas céder. Et là, finalement, depuis quelques années, quand tu commences à faire des séries A, peut-être plus B, C, D, il y a une partie aussi de liquidité pour les fondateurs qui permettent en fait de capitaliser et de s'assurer. Et à partir du moment où tu as cette sécurité financière, où tu te dis j'ai réussi à matérialiser une partie du capital tout en restant très important au capital de ma société, je peux me projeter à long terme et de me dire finalement ce n'est que de l'upside, parce que
quand tu as des très belles... Ce que tu veux dire, c'est que ça, je comprends très bien ce que tu dis, hein, c'est très, très intéressant. Ce que tu veux dire, c'est ça, c'était la norme aux États-Unis, c'est en train d'arriver en Oui, France. exactement. Mais depuis quelques années, c'est pas nouveau. Et ça va permettre aux boîtes de grossir. C'est-à-dire, les gars vont pas être tentés de vendre je pense à la qu'en tant première que offre. fondateur, si tu te dis, j'arrive, peu importe les sommes, à mettre 1 million, 5 millions, 10 millions, parce que ma société vaut 1 milliard, et comme je suis pas motivé par l'argent, parce que 99% des entrepreneurs le font pas par l'argent, le font parce qu'ils ont un but, ils veulent changer le monde. Et ces gens-là, si tu leur permets de se sécuriser financièrement avec leur famille, pourquoi aller vendre et de dire, moi, j'ai encore des capitaux qui arrivent parce qu'on a un écosystème de fonds français et maintenant de fonds internationaux et américains qui viennent investir dans ces boîtes-là. Donc, ils vont me permettre d'aller faire des EF et de faire grossir autant que possible. Et je trouve que c'est très positif. Très bien. Il nous reste quand même, il nous manque encore un chaînon. Tu as tout à fait raison dans cette façon qu'on a eu de réussir à créer un écosystème qui encourage les entreprises à rester en France. Le dernier chaînon manquant, c'est l'introduction boursière. Tu as encore des PME qui, à un moment donné, quand il s'agit de passer le cap de l'introduction boursière, continuent de traverser l'Atlantique pour des raisons fiscales, des porteurs de celui qui était... De profondeur de marché, tu sais. De profondeur de marché pas que et ça, de... pas que ça, de la fiscalité parlé autour de aussi. cette table. Oui, attends, un truc. Oui. Ouais. La recherche-action. En fait, le problème, on a Nicolas Dueb qui vient nous voir régulièrement, dont la petite boîte est cotée, donc Alchimie, sa start-up est cotée. Le problème, dit-il, c'est que notre marché est tellement étroit qu'en gros, personne n'écrit sur mon entreprise. Ouais. Personne n'écrit. Tu n'as aucun moyen de faire vivre ton titre, tu vois, et de susciter à un moment l'intérêt d'investisseurs, les échanges, etc. C'est ça qui fait l'intérêt de la bourse. Et lui, à un moment, a eu un accident, il s'est retrouvé collé et sortir de cette léthargie en fait du titre est quelque chose de très très compliqué en France parce que le marché est trop petit. Mais à l'échelle européenne, nous pourrions faire quelque chose. Mais c'est intéressant parce que tu te souviens, on avait discuté en novembre quand il y a eu cet objectif de 5 ou 10 licornes cotées. 26 aujourd'hui. Non, le gouvernement veut 10 licornes en bourse dans les années qui viennent. Et si tu veux, moi, j'ai repensé encore récemment, quelle est la pertinence finalement d'être coté. Une fois que tu as beaucoup de capitaux... c'est un autre débat. Oui, mais je veux pas... Il y en a beaucoup de choses à dire. Et entrepreneur, forcément, d'aller te confronter à la bourse et le reporting trimestriel, alors qu'aujourd'hui, les capitaux sont assez abondants dans le non-coté. Tu te reposes la question de la pertinence. Mais je voudrais juste revenir, parce qu'on est en train d'assister sur un certain nombre de faiblesses de notre modèle, en disant, il y a plein de choses qui vont bien, mais quand même, on n'arrive pas à passer à l'échelle. Mais il faut quand même voir que c'est assez récent ce qui est en train de se passer dans notre pays, parce que cette révolution, elle a eu quelques étapes. La première étape, c'est Bruno Lasserre, qui, quelque part, accompagne la fin des monopoles dans les télécoms. En train de dire, il faut arrêter de regarder l'économie comme n'arrivant à fonctionner qu'avec un certain nombre de boîtes, j'allais dire pompidoliennes, et le reste dégagé. Et on a commencé à casser des monopoles. Et c'est sous l'impulsion de Bruxelles, hein. C'est pas uniquement l'ARCEP ou l'autorité de la concurrence qui, au départ, est à l'initiative. Sous l'impulsion de Bruxelles et sous le relais lui-même impulsé aussi par des gens, je dis que Bruno Lasserre, parce qu'il a quand même incarné et beaucoup poussé ce mouvement. Et ce qui a été fait dans les télécoms a été fait dans des dizaines de secteurs où, effectivement, on a vu des entreprises arriver dans la santé, dans le numérique, dans les transports, qui étaient exclus. Donc, cette dynamique, vous avez une chance. Vous voulez changer le monde, il n'y a pas que le bulletin de vote, il y a une possibilité. Et ça, cette volonté, parce qu'on dit les jeunes, ils ne s'intéressent plus au collectif, mais c'est n'importe quoi. Mais personne n'a dit ça ici, là. Si, pas ici, mais on nous dit, dans les mêmes déclinistes, vous voyez, ils ne vont pas voter, ils sont totalement désocialisés, ils n'ont plus de civisme. C'est un civisme extraordinaire quand on entend les chefs d'entreprise. J'en ai un, jamais rencontré, mais j'ai eu au téléphone, il a inventé les bâches que l'on met sur les bassins de lisier pour récolter le méthane et faire de l'énergie. C'est ta grande affaire du moment, tu nous l'avais déjà raconté la dernière fois. Oui, mais ça me passionne. Ça me passionne parce qu'on prend 60 000 bassins de lisier et on en fait de l'énergie. Ça fait en 3 ans l'équivalent du central nucléaire et pas 15. Donc oui, ça me passionne parce que... Mais ce type, quand je lui dis, vous avez besoin d'investisseurs, je sais pas quoi, il me dit, mais c'est ma boîte, je veux que mon pays la garde. Je veux absolument pas la vendre du tout. L'autre élément de la révolution, c'est Novelli. Avec les auto-entrepreneurs. Ça a ouvert les vannes. C'est pour vous. Entreprendre, c'est pas que pour les autres. C'est pas les fils et les filles de nantis. C'est ouvert à tous. C'est l'autre élément. Et puis après, il a fallu accompagner ce dynamisme. Et je dois le dire, parce que ça me semble très important de temps en temps regarder ce que le privé fait mal.
la BPI a apporté une impulsion absolument décisive. Ce que Nicolas Dufour a fait à la tête de la BPI en créant des écosystèmes, et notamment pour l'industrie, c'est un élément fondamental de la révolution. Et quand je dis qu'il faut le regarder quand même comme un élément essentiel, j'aurais bien voulu qu'il y ait une banque privée, mais je garde en mémoire le discours du président de la Société Générale de l'époque, notre fameux, dont le nom m'échappe soudain, Daniel Bouton, qui est venu expliquer devant le mouvement patronal éthique, devant 200 patrons, pourquoi voulez-vous que je risque l'argent de mes dépositaires alors que je gagne tellement d'argent sur les marchés financiers. C'était 2007, hein. C'était une autre époque. Hein. D'accord, c'était 2007, mais on est en Ou 2006, je crois. On est en train de décrire 20 ans d'une révolution. Eh bien, cette révolution n'est pas achevée, mais bon sens que ça fait du bien d'être ici et de la vivre. John Chambers, 2013. France is the next big thing. Eh ben, voilà la preuve. J'attends encore quand même. Mais moi, j'attends pas. J'y suis. C'était il y a 10 ans. T'en as vu là, les 10 ans de donc, John Chambers, pardon. Alors, c'est pas le fondateur de Cisco, mais c'est le gars qui a fait Cisco, quoi. Voilà, on va dire comme ça. Et is the next big thing. France is the next big thing. Je crois qu'il était devenu ambassadeur. Je crois que Macron l'avait nommé ambassadeur de quelque chose, d'ailleurs, à un moment. Oui, ça me dit quelque chose. C'est passé un truc. Macron, ministre de l'économie, pas Macron, président de la République. France is the next big thing. Bon. Et on y est, et il n'y a pas de doute. Non. On est tous d'accord, hein, je te le dis. On est tous d'accord. Hein. Oui, mais nous sommes des optimistes. Non, on n'est pas des optimistes. Je vais te dire, Léonidas, moi, parce qu'ici, tu sais, phrase de Coluche, on ne peut plus dire la vérité à la télé, il y a trop de gens qui regardent. Ici, on peut encore dire la vérité. Voilà. Et moi, je suis. C'est pour ça que je prends une petite piqûre de rappel avec toi. Mon vaccin de dynamisme patriotique commençait à s'étioler. Les anticorps commençaient à faiblir. Tu vas en avoir pour ton argent. Donc j'en ai besoin. Moi, je dois dire que je suis fasciné. Je m'inquiète pour notre pays. Mais je suis d'autant moins inquiet. Quoi que je soulève ou que je regarde. Oui, il y a des problèmes. Ouais. Oui, et bien les entrepreneurs, ce sont des problèmes insolubles. Et surtout des problèmes insolubles. Tu vois, c'est ça le sujet. C'est que à un moment, par quelque bout que ce soit que tu prennes notre ensemble économico-social, on va dire. Le chômage baisse quand même. Le chômage a baissé là. Le chômage baisse. Voilà, Alors, tiens, donnons les chiffres. 3,5% de baisse là aujourd'hui enregistrée au dernier trimestre, malgré la guerre en Ukraine, malgré la résilience face à la pandémie. Le seuil des 5 millions de CDI signés a été dépassé en 2022. Donc c'est 700 000 de plus qu'en 2021. 845 000 de plus qu'en 2019. Mais comment on ose dire que le pays est en train de couler? Laisse-moi finir de donner des chiffres. Voilà. Après, on pourra... Le taux de CDI représente 18,7% du total des embauches, contre 15,9% en 2019. Voilà. Et il y a un truc, ça, Jérôme, je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder. J'en ai déjà parlé il y a 2-3 jours. Étude récente de France Stratégie, et là, je te donne raison, Léonidas, je trouve qu'on en a peu parlé. Sur la fibre. Ça y est, c'est fait, le chantier est peu ou prou au bout. 36 milliards d'euros d'investissement public. 36 milliards d'euros d'investissement, un tiers privé, un tiers public, deux tiers privés. Voilà. 99% des foyers et entreprises y sont éligibles aujourd'hui, dit France Stratégie. 46% des Français accèdent à Internet via la fibre. Et donc... Effet positif sur l'économie française. Dynamique entrepreneuriale. Le nombre de demandeurs d'emploi baisse de 1% en moyenne. Là où il y a la fibre. Dans les territoires où il y a la fibre. Bien sûr. Oui, voilà une bonne nouvelle. Mais c'est un chiffre énorme. Il y a un alignement des planètes, parce qu'il y a le Covid qui a poussé au télétravail, qui a poussé certains à finalement immigrer vers des zones rurales, résidences secondaires ou voire des résidences principales. Et quand on est en visioconférence, il faut du haut débit. Donc effectivement, comme tu dis, il y a eu 13 milliards d'euros d'argent public mis sur la table. Alors c'est 3,5 milliards de l'État, 8,8 milliards des collectivités. Oui, parce que c'est un partenariat public-privé. Mais si on regarde juste les sommes du public, non mais c'est intéressant. Donc, et un demi-milliard de l'Europe. Et pour équiper, c'est 43 millions de logements, donc ça fait une dépense d'argent public, 300 euros par
par logement. Mais c'est intéressant, il faut que l'État fasse ça. Et ça a permis à la cette France baisse de remonter dans le du peloton. chômage te semble crédible. Moi, c'est énorme. C'est énorme et c'est une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle Oui. qui peut-être, et c'est là où je dis, j'aimerais bien que C'est le problème on des s'en occupe. transports que l'on connaissait. Non, mais Ça tu sais, résout une on a un partie du sujet, problème du transport. on a un sujet sur ces créations d'emplois. C'est que pour la première fois, les créations d'emplois ne sont pas conformes à la hausse du PIB. Et donc, ce que disent beaucoup d'économistes, c'est des emplois de basse extraction, faible productivité, et donc c'est pas de la pure création d'emplois. En télétravail, c'est pas de la faible créativité. Voilà, peut-être que cet élément-là n'est pas pris en compte, et ça m'intéresse beaucoup. Il y a juste un truc que je voudrais dire, ça n'a rien à voir avec la fibre, mais marteler, parce que c'est mon rôle un petit peu de pédagogue, de rappeler quand même aux gens qui nous écoutent, la plupart le savent déjà, on entend souvent de trimestre en trimestre, 85% de création d'emplois sont des CDD, ce qui est bien que bon nombre de nos patriotes en viennent à se figurer que la majorité des actifs français occuperaient un CDD. Non, les CDD, c'est 12% des postes, 75% c'est du CDI, et vous avez 13% d'indépendants ou en apprentissage. Donc, c'est ce genre de nouvelles aussi, martelées par les médias. 85% de création de postes sont en CDD. Les Français se disent mais tout le monde est en situation de précarité professionnelle, ce qui n'est pas le cas. Et malheureusement, les bons chiffres, ceux des bonnes nouvelles, ne sont pas suffisamment mis en avant. Donc tout ça joue. La comparaison entre les flux et les stocks, c'est quand même une des Raisonnement de grandes base. spécialités de Non, mais l'ensemble de ceux qui que je veulent amener de la trouve, confusion dans le débat. ce que je trouve Notamment aussi- sur les riches, on en reparlera. Ouais. Tu compares un flux avec un stock et tu dis à fait. « Oh, quelle honte, c'est pas possible machin. Ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est qu'il y a plus de 500 000 démissions dans Ouais. le dernier trimestre. C'est-à-dire aussi que, voilà, on commence aussi à tourner... Non, mais c'est un... Oui, mais le c'est un- chiffre n'est pas... Et en fait, ça, c'est un retour à ce qu'on avait, c'est ex-ante, c'est un retour à ce qu'on avait en 2018-2019. Oui, enfin, il y a 500 000 personnes qui se disent, je vais démissionner, je vais trouver un autre poste, ou je vais Il y a créer des ma mesures propre boîte. d'accompagnement de reconversion professionnelle qui sont beaucoup plus généreuses qu'autrefois et qui ont été mises en place. C'est un marché du travail qui s'est inversé quand même. Je ne sais pas comment on doit interpréter la hausse des CDI, mais comme il y a un taux de chômage de plus en plus bas, le salarié a un levier plus important sur l'employeur. Donc finalement, tu es plus en mesure de dire je vais négocier un CDI versus un contrat avec une période d'essai ou pas. Est-ce que derrière, je vais... Donc tout ça, c'est, je trouve, sain. Parce que finalement, ça a été longtemps au profit de l'employeur. Maintenant, c'est au profit du salarié. S'ils peuvent en bénéficier en négociant plus facilement un CDI, je trouve que c'est... J'ai du mal à tirer une vraie conclusion de l'augmentation mais je crois que des t'as tout à fait CDI. Mais je raison, pense que Cédric. ça s'inverse. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a aussi beaucoup de gens qui partent en retraite qui occupaient un CDI. Ouais. Et donc, voilà. Cela Donc, dit, dépend juste sur les créations d'emplois qui sont effectivement assez vertigineuses, je le dis quand même, l'économie en tant que science a ses limites. Que l'on se dise, il y a la crise, il y a l'inflation sur l'énergie, l'économie va ralentir, tout ça. Mais c'est contredit par les chiffres. Quand il y a cette énergie entrepreneuriale dans le pays, eh bien les chiffres, le business as usual ne marche plus. Écoute, Et il y a là une force qu'il faut en prendre acte. Elle est là. Et cette force-là, eh bien, elle contredit les prévisions et qu'on continue à contredire les prévisions. La prévision, l'économétrie qui permet de faire des prévisions n'a jamais produit un bien et un service à 1 euro. Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE, tenait exactement ces propos-là ce matin sur Radio Classique. Tu vois, voilà. Le chef des statistiques te disait... Alors, je déteste ce mot de résilience, et pourtant, boum, ça y est, on va dire la croissance de l'économie française aujourd'hui et de l'économie européenne échappe à tout ce qu'on avait prévu et échappe à toute explication statistique. Voilà, il l'admettait. Pardon, le fait qu'il y ait des fusées privées qui aillent dans l'espace et qui reviennent et qui repartent, et que ce soit une entreprise qui le fasse, a échappé à tous les prévisionnistes depuis longtemps. Mais il y a un entrepreneur qui l'a fait. Ce que font des dizaines, des centaines, des milliers, des centaines de milliers d'entrepreneurs, ça échappe forcément à la prévision. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de particulier. Je ne suis pas juste optimiste en me disant je suis optimiste en France et donc je suis optimiste pour la France. Et si j'étais en Angleterre, je serais optimiste pour l'Angleterre par patriotisme. BA, il se passe quelque chose dans notre pays qui est quelque chose de particulier, c'est qu'on est en train de retrouver une racine qui était
quelque part sous-jacente à notre pays depuis notre révolution, c'est que le bien commun appartient à chacun. Et lorsqu'on ne se limite pas à cela, juste en allant mettre un bulletin dans une urne tous les 3 ans, mais qu'on se dit, je vais le faire tous les matins, je vais le prendre en main, ce mot extraordinaire français, entrepreneur, je prends en main, et que ça se démultiplie par milliers, par centaines de milliers, eh bien, ça fait un pays d'entrepreneurs. Ça, c'est la France, et ça, j'y crois. Il faut faire de la politique, alors. Pas du tout. Faut mettre Attends, mais on le relance Pas pas, du il faut tout. qu'on fasse On la relance pas. pause. Non, c'est la grande phrase de Léonidas que j'adore. Ouais. L'intérêt général N'est pas un monopole d'État. n'est pas un monopole Bien d'État. sûr, bien sûr. Magnifique phrase. On marque une pause.